On est content d'accueillir la compagnie. Moi j'ai découvert la compagnie il y a un an à peu près avec Liam Warren et Elsa avec qui on travaille. Et j'ai découvert cette formidable équipe et ce formidable lieu à Belzins qui existe depuis des dizaines d'années maintenant. 95 officiellement, mais on m'avait dit 91 moi. Ouais voilà, alors bon. Justement l'historique va être refait par Polo. Voilà, on les a invités parce que c'est un lieu qui résonne pour nous dans notre pratique, nous d'artistes ici à l'échelle, puisqu'ils sont implantés vraiment dans le centre de Marseille et c'est un lieu hyper ouvert, ça reste un centre d'art, mais très ouvert sur la rue et je leur ai posé la question de savoir comment la rue pénètre le lieu et comment eux pénètrent la rue, etc. et comment ces espaces fermés s'ouvrent en fait finalement. Et puis aussi dans nos démarches, nous on a plein de choses à apprendre de la compagnie je pense, même si les contextes sont différents puisqu'ici on est aux Égalades, on est moins central mais je pense qu'on a plein de démarches en commun et voilà c'était l'occasion de se rencontrer aussi. Bravo. Merci. Bravo. C'était bien. On va d'abord commencer par se présenter. Alors moi je m'appelle Paul-Emmanuel Audin. Je suis le directeur sur le papier. Je dis sur le papier parce que la compagnie c'est un travail collectif. Voilà. Moi je suis dans l'histoire depuis 1996. Je suis à la fois artiste, théoricien, puis je fais du commissariat, j'écris 2 livres. Voilà, en gros quoi. Eh ben, j'ai mon... Alors moi c'est Elsa, j'ai rejoint l'équipe de la compagnie il y a 5 ans environ et du coup je l'ai rejoint j'ai une formation qui vient des Beaux-Arts et dans l'idée de être à la fois dans un travail de médiation, de relation avec le quartier et de réflexion autour des ateliers artistiques par le fait que j'ai une formation là-dedans et du coup à la fois et par le fait que j'ai eu une approche qui était liée aussi à la question du territoire et du contexte, notamment aussi parce que j'ai suivi la formation de la FEAR, que vous connaissez. Bonjour, moi je m'appelle Cléry, j'ai rejoint l'équipe de la compagnie en service civique en octobre 2025. À côté de ça, je sors aussi d'un master aux Beaux-Arts où Paul-Emmanuel a été mon professeur et je suis enseignant et je suis aussi artiste plasticienne et chercheuse. Voilà. Moi, je m'appelle Chloé, j'ai rejoint la compagnie en 2023 et je viens plutôt de la fac dans des formations autour des métiers de l'exposition. Et à la compagnie, je suis un peu en multifonction. Je m'occupe de l'organisation des expos avec les autres et des demandes de subventions et parfois du site et de la médiation. Et à côté de la compagnie, j'ai une association qui s'appelle Collectif Glitch, où on est 2 et où on organise des expositions. Et je fais aussi partie de Contemporaine, où il y a un programme qui s'appelle Passerelle, où on accompagne des jeunes artistes émergents à se professionnaliser. Voilà. Bonsoir, moi c'est François. Je travaille à la maintenance et à la régie du lieu. Je connais la compagnie depuis son ouverture, l'ouverture du lieu que vous avez en photo là, depuis 1995 où j'ai fréquenté assez régulièrement la succession un peu des collectifs aussi, et j'ai rejoint l'équipe en 2009. Par ailleurs, je travaille à mi-temps. Et ce qui me permet de poursuivre ma pratique artistique par ailleurs, voilà, chose qui est importante pour... Pardon ? Quelle pratique ? Alors, en gros résumé, je travaille depuis 2002, je travaille sur un
un film un peu infini, un film sans fin sur Marseille, sur la rue dans Marseille d'ailleurs. Tout se passe en extérieur. C'est moi le filmeur et c'est le personnage qui fait cette aventure et qui voyage dans la ville et qui est un peu le fil conducteur aussi. Et la durée, je vous dis pas la durée du film parce que c'est juste ingérable, mais voilà. Allez, on reprend. Bon alors, moi, comme je fais partie des ancêtres de la compagnie, et j'ai la chance d'être entouré par une équipe plus jeune qui prend le relais, je vais revenir un peu sur l'historique du projet. Le projet a commencé avant le local que vous voyez là. En fait, c'est en décembre 90, il y a 6 artistes qui décident de venir travailler à Belzins, dans la rue, avec le centre social, avec les écoles et surtout avec les passants dans la rue, avec des rencontres simples, de personne à personne. Et du coup, il y a 3 photographes qui viennent de l'école d'Arles. Parmi ces photographes, vous avez Valérie Jouve, Estelle Freudet et Thierry Combet. Valérie Jouve, qui est devenue une star dans toutes les collections internationales. Et c'est surtout Estelle Freudet et Thierry Combet qui ont mené le projet. Alors, il n'y avait pas de local. Finalement, vers 91-92, il y a eu un local, mais en étage, dans la rue Francis de Pressensé. Les autres personnes, c'était le plasticien Ben Semtati. Vous avez peut-être vu à l'époque dans Les Magiciens de la Terre. Et puis surtout Jamel Tata, qui est un classique en France de la peinture, on va dire post-coloniale. Bon, enfin, même si c'est peut-être inadéquat, mais en gros. Et puis Michel Martinez, qui travaillait par ailleurs dans le centre social Belzins. Et le gros de l'activité, c'était une revue qui s'appelle L'Inventaire, qui était une revue photographique. Et les 3 premiers numéros, il n'y avait aucun texte, même pas le nom des auteurs. Et c'était une posture politique, d'anonymat politique. On pourrait parler de Maurice Blanchot, du On Anonyme, etc., etc. Bon. En fait, la ville de Marseille décide d'implanter un atelier d'artistes dans la rue Francis de Pressensé. Donc tout l'immeuble, ce sont des ateliers d'artistes qui sont implantés pour une ouverture en 1996. Et la compagnie, l'association La Compagnie, donc hérite du rez-de-chaussée. À l'étage, à l'époque, vous avez l'Observatoire, qui est une maison d'édition, à l'époque tenue par Laurent Malone et sa compagne, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. Au-dessus, il y avait Brouillard Précis, avec une activité d'art numérique. Les 2 projets ont changé dans les studios au-dessus de la compagnie, mais la compagnie est restée à peu près toujours la même. Donc, quelle est l'activité ? Donc, c'est un local. En fait, le local, l'association l'a eu en 1993, il a immédiatement brûlé et l'association demande du coup à Rudy Ricciotti de rénover le local. Et le local ouvre en janvier 1996, tel qu'il est aujourd'hui. Donc Rudy a mis à nu les pierres, les poutres et a mis son béton ciré. Évidemment, il a fait un open space sans réfléchir à la pratique. Et à la vie du lieu. Donc du coup, très vite, on a cloisonné pour avoir une régie et un bureau. Mais en fait, il y a un double financement qui est lié à une double activité. Donc c'est toujours un atelier d'artistes. En fait, il n'y a pas de RP. Donc c'est pas un centre d'art, comme l'a dit Kevin. C'est pas une galerie privée commerciale. Il y a une double activité, de production d'artistes, et il y a un collectif d'artistes. Mais en fait, à l'ouverture du local en 96, il reste plus que Estelle Freudet et Thierry Combet, et qui en fait très vite se séparent. C'est un couple. Et le local, le projet est lié à des préoccupations postcoloniales, liées à... c'est la pleine période du livre L'orientalisme d'Edward Saïd, ces auteurs palestiniens qui enseignaient aux universités de New York. Et du coup, le gros projet fondateur de la compagnie, je dirais que c'est France-Algérie, qui est un projet mené pendant 3 ans avec des professionnels, des artistes, des chercheurs, donc des chercheurs de l'immigration historique, Émile Temim, Jean-Charles Depaul, et tout un tas d'habitants.
Et il y avait toute une série d'entretiens qui étaient faits par Estelle Freudet et Martine Derain, où aussi bien les professionnels que les non-professionnels sont mis à égalité, aussi bien dans la présentation des entretiens sonores dans l'exposition que dans la revue, l'inventaire, qui devient le catalogue de ce projet. Et alors donc, il y a plusieurs artistes qui revisitent les archives coloniales de Félix Moulin. Marker, par exemple, repris l'imagerie orientaliste de Félix Moulin. Il en a fait des affiches avec des bulles de bande dessinée. Il les a mises dans la rue. Évidemment, vous savez la vie qu'il y a dans la rue, donc les jeunes en particulier s'emparent de ces bulles de bande dessinée vierges et ils mettent des commentaires qui renversent les rapports de domination coloniale qui sont mobilisés par ces images. Les affiches sont ensuite remises à l'intérieur de la compagnie et font partie de l'exposition. Et ce projet, en fait, a été une sorte de modèle. Donc, il y a eu plein de projets post-coloniaux qui ont demandé plus ou moins de temps comme ça. Après, des projets qu'on va dire décoloniaux. Le plus récent, on va dire que c'est celui de Dalila Madjoub en 2024, qui est un solo show, mais voilà, qui est la dernière grande... le dernier grand projet sur l'histoire franco-algérienne qu'il y a eu à la compagnie avant le prochain projet qu'on va faire cette année avec la saison Méditerranée au mois de mai. Et c'est vrai que, alors, Belzunce, vous le savez, il y a une communauté maghrébine, algérienne, marocaine, tunisienne. Évidemment, pas seulement, Émile Temim recensait 80 communautés dans Belzunce, mais c'est, on va dire, la majeure partie de la population. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de projets axés sur l'histoire franco-algérienne ou bien l'histoire de la France avec le Maghreb. Il y a eu des histoires, un projet sur l'image de la femme arabe à partir du Fonds arabe pour l'image qui est à Beyrouth. Et le Fonds arabe pour l'image de Beyrouth, c'est une archive mobilisée par des artistes. Donc il y a eu ce type de projet. Donc vous voyez que, le lieu également, ce que je tiens à préciser, c'est que dès qu'il a ouvert, il y a des personnes de la rue qui s'en sont emparés. Il y a un travail tous les jours qui est fait dans le quartier. Historiquement, tous les mercredis après-midi, il y a des ateliers pour les enfants. Et surtout, on va toujours dans la rue et auprès des associations du quartier. On n'est pas, parce qu'on est un beau lieu, on n'est pas le centre du monde, etc., quoi. Et il faut que le lieu, il faut déconstruire. Un des enjeux, c'était de déconstruire les effets de classe sociale. Alors, quand en 2000, il y a un nouveau collectif qui s'est formé, dont je faisais partie, moi je suis arrivé en 96, j'ai trouvé à la compagnie un point d'ancrage politique. J'étais dans l'histoire SIDA, ACT UP Paris, et quand je suis arrivé à Marseille, j'ai retrouvé un relais politique, une autre façon d'avoir un activisme avec, depuis vraiment les pratiques artistiques. Mais il y a aussi bien des sans-papiers que des personnes qui vivent avec la psychiatrie, qui se sont emparées du lieu comme d'un lieu de vie. Et ça, on a tenu vraiment à ce qu'il y ait toujours cette porosité entre l'intérieur et l'extérieur. Alors, elle se travaille au quotidien, sans arrêt, on parle de la porte. Depuis plus ou moins 20 ou 30 ans, on peut dire que par rapport à beaucoup de lieux à Marseille qui essayent d'avoir un travail de médiation important dans des quartiers populaires, on a eu très très peu de problèmes en termes d'agression ou de vol. Il y a des lieux historiques qui se sont fait tout dévaliser de A à Z plusieurs fois. Je les nommerai pas, c'est ainsi quand même. Non. Bon, non, mais c'est arrivé à Vidéo Chronique, même à la Friche. Ouais. Mais bon, et c'est jamais arrivé à la compagnie, ou des choses minimes, quoi. Et ça, j'en suis assez fier. Je crois qu'on peut en être assez fier parce que, voilà. Alors, dans le quartier, historiquement, il y avait un hôpital psychiatrique dans la rue, en haut de la rue, avec le CMP Pressensé, qui est un des premiers centres de psychanalyse institutionnelle, de psychothérapie institutionnelle à Marseille.
Et quand même, depuis 5-6 ans, il y a une arrivée des dealers, du deal de façon très grave. Il y a toujours eu de la consommation de drogue à Belzins. Il y avait déjà des seringues au niveau de la place Louise Michel il y a 30 ans. Mais là, au moment du Covid, il y a vraiment une arrivée de points de deal ultra importants, comme dans les quartiers nord, qui se sont installés dans Belzins. Et en tout cas, il y a eu des menaces de mort sur cet hôpital psychiatrique qui a fermé depuis 2-3 ans. Alors je dis ça parce qu'il y a aussi eu pendant 10 ans des ateliers avec l'hôpital psychiatrique qui créent un lien institutionnel et symbolique fort entre la compagnie et cette institution. À chaque fois, c'était des projets d'artistes très engagés auprès de la psychiatrie, parce que c'était des ateliers qui ont duré 5 ans. Donc il y a eu Stéphanos Mongriotis qui venait chaque semaine avec un infirmier ou un médecin et un groupe pour faire de la photographie. Alors, dans le local, on a des sous-sols avec des laboratoires photographiques noir et blanc, un laboratoire professionnel et un laboratoire collectif, historiquement. Donc, il y a toujours eu la question de l'image en mouvement ou pas en mouvement, mais qui nous a traversé. Moi-même, je viens de la théorie de l'image, quoi. Voilà, enfin, en gros, alors ce que je peux juste avant de laisser la parole à mes collègues, je voudrais juste dire que, alors on n'est pas un centre d'art, il y avait des problèmes d'infiltration dans le local, dans notre verrière, et finalement, du coup, on a fait une rénovation générale du local, et on a demandé et on a fait en sorte qu'il y ait la commission de sécurité etc., pour avoir un ERP qui soit conforme à notre activité réelle. Donc une activité dans laquelle il y a de la production artistique avec des expositions, des ateliers, des événements, et donc des moments publics où on est plus de 100, au moins 100 dans le local. Donc on a un ERP, on a plusieurs ERP qui correspondent à tout ça, mais on peut être 100 personnes, même si évidemment on fait des vernissages où on est 500 et que ça déborde sur la rue. Mais donc ça, on a réouvert en 2023. Après, on était très handicapés par ces travaux qui ont été reportés d'année en année par notre bailleur qui s'appelle Marseille Habitat, pour pas le nommer. Mais donc on a réouvert, et en fait pendant les travaux on a été accueillis par un local de la mairie du 1-7, par Coco Velten qui étaient nos voisins. Et on a réouvert avec un projet qui est lié à une rencontre avec un philosophe qui s'appelle Denetem Twambona, qui est un philosophe des cosmopoétiques du refuge. Alors, waouh, qu'est-ce que c'est ? La question du refuge, en tant qu'elle est venue rencontrer nos pratiques, refuge pour les migrants, pour les communautés LGBT, pour les espèces en voie de disparition, pour les personnes qui vivent avec la psychiatrie. Et cosmopoétique, c'est une façon de ne pas céder au désespoir et au climat ambiant, mais d'activer des puissances de rêve et d'utopie concrètes. En gros, pour le dire très rapidement, en reprenant les termes de Denetem Twambona. Et donc, on a réussi à avoir, on avait perdu beaucoup d'argent à cause des travaux, donc on a réussi à ouvrir en 2023 avec Denetem, la fondation Carasso, qui est une bonne fondation, c'est pas Total ou des fondations avec qui on n'aimerait pas travailler, et qui ont permis à ce qu'on fasse ce projet sur 2 ans. C'est devenu à la fois une exposition, mais une myriade, c'est devenu un festival en fait, avec énormément d'intervenants de toutes sortes, arts et sciences. Et c'est une nouvelle terminologie. Il y avait l'idée, dans ce projet de réouverture, de plus que jamais décloisonner les frontières sociales. Alors donc il y a une phrase de Bourdieu qu'on avait beaucoup, c'est moi qui le mettais pour nommer le projet de la compagnie, qui était brouiller les frontières sociales inséparables des pratiques et des savoirs. Et avec Denetem, bon là on a changé les terminologies, on a y compris changé les noms. Si vous êtes sur notre site, vous voyez qu'on n'a pas marqué exposition, atelier ou événement, mais zone d'enchevêtrement, liane, donc c'est les axes événements,
Échevêtre, alors en fait c'est un terme de Fernand Deligny qui est dans la psychanalyse institutionnelle, et l'échevêtre c'est les ateliers. Mais c'est pas seulement un changement de terminologie, c'est aussi l'idée de vraiment décloisonner le temps, l'espace, des pratiques. Donc en fait, pour beaucoup d'expositions, il y a des extensions de l'exposition qui se font à l'ADAP, qui est une grosse association sociale avec qui on travaille régulièrement, ou bien avec le centre social. Et il y a des parties, on demande aux artistes de faire des œuvres spécifiques, non seulement pour le local de la compagnie, mais pour le hall du centre social ou pour un espace qui est à l'ADAP, etc., etc. En plus des ateliers qu'on fait en plein air, mais ça Elsa en parlera, sur la halle Puget, sur la place de la Providence, ou des projections en plein air en soirée, quoi. Voilà. Et depuis l'ouverture, les cosmopoétiques du refuge, en fait, on imprègne un peu toute la pensée de tout ce qu'on fait, et on reste quand même assez fidèle encore à cette pensée depuis la réouverture. Alors, c'est une pensée qui comprend les dimensions décoloniales, les dimensions de l'écologie, tout en critiquant ces termes et en même temps en les impliquant. C'est aussi une pensée qui puise dans l'histoire du marronnage, donc dans l'histoire des esclaves fugitifs au moment de la traite esclavagiste, sur laquelle il n'y a jamais eu de travail de réparation. Bon, il y a eu la loi Taubira, etc. On pourrait rentrer dans les détails du fait qu'il n'y a pas eu de réparation, mais autant il y a eu des réparations, un travail de réparation colossal sur la Shoah, autant sur la traite esclavagiste, ça n'a pas été le cas. Et ça montre la persistance de schémas de domination coloniaux toujours autant vivants, etc. Et qui expliquent la situation dans laquelle on est dans le monde aujourd'hui. Du coup, ça nous a semblé d'autant plus nécessaire de travailler avec des NETEM et puis d'ouvrir à une communauté afro-diasporique plus large que celle du nord de l'Afrique ou du Moyen-Orient. Et puis on commence aussi également à travailler sur l'asiodescendance, la décolonialité asiodescendante, avec Gilles Lec qui nous a rejoint pour une proposition l'année dernière suite au travail qu'on a fait avec des NETEM, et avec qui on va continuer de travailler pour les prochains cosmogrammes, quoi. Voilà. Asiodescendance ? Oui. En fait, c'est toutes les communautés de personnes issues de familles asiatiques. Voilà. J'aurais pu dire asio-diasporique également. Ouais. Voilà. Alors, évidemment, on a plein de choses qu'on a envie de vous montrer, mais je vais laisser... on va faire ça à plusieurs voix. Ok. Alors... du coup, moi, je vais vous parler du rapport plus au lien avec le quartier, aux ateliers artistiques et comment ça s'élabore. Donc, comme disait Paul, dans le cadre des expositions, les artistes sont aussi invités à pas seulement montrer leur travail, mais à essayer de le faire résonner avec les publics qui viennent à la compagnie. Et du coup, donc il y a cette manière-là d'approcher les choses, donc de transmettre ou de partager des pratiques. Et puis il y a aussi comment nous, on s'intéresse à la vie du quartier, et du coup on participe beaucoup aux réunions de quartier, d'associations, à différents événements. Donc on est assez liés avec plusieurs structures. On vient aussi pour les moments d'échange sur le contexte de Belzins. Donc on travaille beaucoup avec les éducateurs de rue, dont l'ADAP 13, qui est une grosse association connue, mais il y en a d'autres aussi. Et on travaille avec le centre social, donc le CCO, le centre de culture ouvrière, qui est juste derrière dans l'île aux Velten. On travaille aussi depuis...
Moi, depuis que je suis arrivée, dans le cadre des ateliers artistiques, je suis un groupe d'enfants, c'est les enfants dont tu parlais des ateliers du mercredi, qui viennent ils venaient déjà à la compagnie et qui continuent à venir depuis plus de 5 ans. Donc c'est des enfants du Secours populaire et donc il y a aussi le fait qu'ils viennent et qu'il y ait une continuité comme ça, ça crée aussi une autonomie, un endroit qui est identifié et qui fait que tout le monde peut venir aussi par lui-même en dehors de ce cadre-là. Du coup, ouais, voilà. Il y a la régie de quartier aussi avec qui on travaille. Et du coup, depuis cette réouverture, on a créé une sorte de lien, de collectif avec toutes ces personnes, ces travailleurs, travailleuses de social, culturel de Belzins. On s'est réunis, on s'entend super bien et on crée des événements aussi en commun. On réfléchit à quels sont les besoins du quartier et comment on peut y répondre. Parce que en fait, nous, on est aussi là pour ça. On est aussi là pour répondre aux problématiques et essayer de s'investir là. Du coup, là, ce que vous voyez, c'est un projet qui s'appelle le Pavillon de Belzins. C'est le début peut-être des expositions consacrées totalement aux pratiques d'atelier. Je ne sais pas si je me trompe. Et du coup, de la volonté dans le projet de réouverture et cette idée de décloisonner les pratiques, les publics, etc., c'était donc de faire une exposition qui vraiment regroupe tout ce qui a été fait avec les habitantes, les voisins, les voisines, les enfants de Belzins pendant les ateliers de l'année. Et ça s'appelle le pavillon de Belzins en clin d'œil et référence au pavillon des biennales de Venise. Voilà, et donc là, vous voyez un peu des images qui défilent du projet. Et il y avait... alors, attendez, je vais sortir peut-être ça. Un petit diaporama, plus un mélange d'images autour de et la vie du lieu et les sorties et les ateliers. Et voilà, je pense que ça illustre assez bien aussi la dynamique. Donc ça, c'est une sortie avec les enfants du Secours populaire ça défile. Les ateliers, ça c'est un repas. On organise aussi des repas partagés ou des soupes, voilà. Cette vidéo, du coup, on peut peut-être la regarder. Donc cette vidéo, elle a été réalisée pendant un atelier avec un foyer de jeunes en MNA et mineurs non accompagnés, encadrés par la DAP 13. Et notamment, on travaille depuis un moment avec une éducatrice qui est très, très engagée dans son travail. Et il y a ça aussi qui est une des singularités, c'est qu'on essaie de faire des projets à long terme et de garder un lien avec et les travailleurs sociaux et les personnes qu'on rencontre. Et du coup, ce projet-là, il a été réalisé avec un collectif qui s'appelle ribn.org. Il y a plusieurs manières de le dire, rybn.org, ribn.org. Et donc là, c'était un projet d'océanotype, comme vous pouvez le voir, mais d'océanotype grand, assez grand, qui se développe dans la mer et qui, du coup, était une sorte d'excursion où on allait glaner des objets qu'on trouvait pour ensuite les mettre sur le papier photosensible pour ensuite développer. Donc c'était tout un processus qui se faisait directement dans la journée. Et voilà, c'est une petite expérience photographique. Et donc, par exemple, cette vidéo était, et les cyanotypes étaient présentés dans l'exposition autour des ateliers. Donc, depuis la réouverture, il y a eu 4 ou 5 expositions vraiment consacrées que à ça, aux pratiques d'atelier. Voilà. Là, on voit, du coup, avant, pendant l'exposition du papier. Voilà, ça, c'était un atelier lié à
il y a la porte d'Aix, non pas la porte d'Aix, dans la rue d'Aix, tout en bas, il y a une pâtisserie et à côté de la pâtisserie, il y a une porte avec un fronton avec des sphinx et des sphinges. Et donc ça c'est une sorte de, enfin c'est une référence sur ce fronton-là. Donc les enfants qui étaient un peu les reporters du quartier se sont emparés de ce signe-là et on a refait des ateliers de sculpture où ils ont refait eux-mêmes leurs sphinx et leurs sphinges. De Belzins. Voilà, je vais remonter. Hop. Voilà, ça on voit, cette année, depuis un an, on a été beaucoup sur la place de la Providence, qui était une place qui était un parking où il y avait tous les grossistes, et du coup il y avait un parking à cet endroit-là, et du coup il y a un projet de réhabilitation. Donc le parking a été enlevé et pendant un an la place a été vide, il y a eu des fouilles archéologiques et du coup à la suite de ça, avec les autres associations du quartier et la régie de quartier, on est intervenu pendant l'année sur des ateliers en extérieur de rue pour les enfants, les habitants du quartier. Donc ça, c'est le fameux pavillon dont je vous ai parlé avant, qui est une sorte de cabane, refuge, manège, tente, qui a été pensée par les enfants. Et ensuite, on s'est mis au service de leur pensée pour réaliser cette cabane grandeur nature, avec aussi un travail de découpage et de collage que vous pouvez voir au sol, qui est le fruit aussi d'un aller-retour entre l'extérieur et l'intérieur de la compagnie, et beaucoup de photos prises, puis découpées, puis retravaillées par les enfants. Vous pouvez voir ici le processus de création des enfants. Voilà, les sorties à la mer. Des ateliers de sténopée. Voilà, il y a toute une série. Ouais, alors peut-être je vais passer. Oui, parce que je vais vous en reparler mieux après. C'est un peu pour voir l'énergie aussi du lieu. Ça fait partie, cette photo-là, elle fait partie du projet qu'on a accueilli, et c'est comme ça qu'on a rencontré Kevin, qui est le projet Refuge Migrants LGBT. Peut-être que je peux en parler, du coup, c'est le moment. Donc ça, c'est le vernissage de ce projet-là. Et donc, je ne sais plus si l'on a parlé avant de la présenter ou pas. Du coup, ça, c'est aussi pour vous montrer que, toujours dans notre manière d'accueillir les projets, il y a des projets de lutte sociale qui font partie vraiment de la vie de la cité de Marseille, qu'on accueille et qu'on a envie de défendre. Et donc le Chemin des Fous, c'est l'exposition c'est le nom de l'exposition du refuge migrant LGBT de Marseille. Et donc c'est une association qui s'est créée il y a 5 ans par une personne elle-même migrante LGBT qui s'appelle Moussa Fofana, qui trouvait qu'il n'y avait pas assez d'espace pour se retrouver et qui soit safe, et pour parler de son histoire et recréer une forme de famille de ces personnes-là, et donc qui a créé cette structure-là, cette association-là, et qui a demandé à Arthur Eskenazi et Liam Warren d'être les garants de cet espace-là, un espace aussi... Bonjour. Donc d'être les garants d'un espace qui puisse à la fois être un espace de structuration administrative, de soins, mais aussi d'expression artistique. Et donc depuis 5 ans à peu près, c'est ça? Ça a 5 ans le refuge? Ouais. Il y a des ateliers artistiques qui sont menus par des artistes invités marseillais tous les dimanches. Voilà. Il y a une permanence le vendredi qui est plus administrative et soins, et les dimanches qui sont consacrés aux ateliers artistiques, à l'expression. Voilà. Et donc ça, c'est une des grosses expositions aussi qu'on a menées cette année. Et où, du coup, il y a à la fois un travail plastique qui s'est développé, mais il y a tout un temps de travail d'atelier
Et on le ressent, les choses sont liées. Même pendant l'exposition, il peut y avoir des moments d'atelier. C'est une archive vivante du refuge qui n'a pas vraiment de fin. Ah bah oui, tu peux dire qu'il continue. Qui continuera, voilà, ouais. C'est un projet qui existe, qui est là et voilà, qui continue. Peut-être pour revenir un peu sur notre manière aussi d'être là, il y a des manières qui sont qui sont plus informelles dans notre présence au lieu, à la rue, à l'espace public. Comme par exemple, vous pouvez voir là devant la porte de la compagnie, il y a plein de plantes vertes. Et je vais passer la parole à François. Mais c'est pas un micro. Oui, alors moi par exemple, c'est vrai que je serais intéressé juste de vous décrire un peu ce qui se passe sur cette image. Alors il y a d'une part il y a l'entrée vraiment de la compagnie, l'entrée vitrée, qui est quelque chose de très important pour nous, qu'on essaie de soigner, qu'on demande souvent aux artistes de faire des propositions pour qu'il y ait un lien à la fois visuel avec le dehors, quoi, qui est cette question de comment on a cette chance d'avoir ce lieu qui quand même est vraiment donne directement comme un commerce, qu'on va dire, quoi, sur la rue, quoi. Donc il y a vraiment c'est très important pour la pratique et la circulation du dedans, du dehors, tout ça. Donc là, c'était la dernière expo qui s'est présentée, et donc il y a un artiste qui a fait cette petite intervention au Blanc de Meudon. Voilà. Et alors, il y a une autre... Ça, c'est une intervention que je fais un peu personnellement pour mon intérêt pour les plantes. Alors, c'est quelque chose que j'ai un peu entrepris avec... j'ai réalisé qu'en fait c'est quelque chose qui marchait bien avec qui permettait, c'était un prétexte, on va dire, de rentrer en contact avec le voisinage assez proche. Donc l'histoire de ces plantes a commencé avec une exposition d'une artiste qui avait présenté une installation avec un olivier qui était à l'envers. Le pauvre Olivier, il a tenu quand même un mois et demi à l'envers. On le vaporisait tous les soirs, on le bichonnait un peu quand même. Et puis, à la fin de l'exposition, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait de cet Olivier ? Et donc, l'histoire des plantes a commencé avec ça. Et alors, il y avait notre cher voisin à côté. Alors, vous voyez juste le C de café de la Paix qui est tout sur la droite, là. Et qui lui, évidemment, l'olivier, pour lui, ça représentait quelque chose, lui qui vient de Kabylie, c'était quand même très important. Et donc on s'est dit, on va lui construire un bac et on va le mettre à la rue, juste à la jointure, très symbolique, entre la compagnie et le bar et son bar. Donc ça a commencé comme ça. Et puis après... on a développé la chose. Il y a des habitants qui nous ont dit ah oui c'est bien. Moi j'ai un palmier sur mon balcon. J'ai besoin de m'en débarrasser aussi parce qu'elle avait des soucis avec la copropriété. Et donc on a entrepris, voyez juste un rameau à gauche totalement. Donc avec Omar qui avait, à l'époque avait de l'autre côté, il y a un moment on était encadré par deux bars qui avaient un bar à côté où il y avait beaucoup de jeunes qui venaient donc j'avais besoin de bras, donc il m'a aidé, on est allé chercher le palmier, ça pèse un âne mort quand même, hein. Et voilà, on l'a installé. Et puis la deuxième plante que vous voyez plus en bas, celle-là, elle a été déracinée, elle vient du jardin du CCO, du Centre de Culture Ouvrière qui a Velten au-dessus. Ça n'a pas été fait clandestinement, ils nous ont autorisé à le déraciner quand même, parce qu'ils avaient trop d'arbres, du coup, la ville leur avait planté trop d'arbres, donc moi j'en ai récupéré 3.
Donc, on a fait aussi cette petite aventure. Voilà, ça vous donne un peu une idée de petits événements du quotidien. Et puis là, alors le dernier qui est assez drôle, c'est le bac de l'Olivier. C'était assez drôle parce que c'était le jour où il y avait l'intervention de Alexis Pollingham à l'accompagnement. Au moment où elle arrive, il y a une voiture qui vient défoncer le bac de l'Olivier en bois. Il était complètement en vrac, il était démonté totalement. Et à l'arraché, nos nouveaux voisins, qui sont à gauche maintenant à la place de l'ancien bar, qui font de la récupération de planches et de cartons dans la rue et qui fabriquent des meubles. Ils nous ont fait à l'arraché comme ça, ils nous ont refabriqué un bac. Voilà. Et on a replanté l'olivier et il survit à peu près pour l'instant. Voilà. Donc ça vous donne des petites anecdotes du quotidien. Voilà. Et je repense à Rift justement parce qu'on avait demandé à Kevin, je vous parlais au début de la vitrine et d'un coup ça me revient, il avait fait une proposition d'adhésif qui laissait transparaître, qui laissait passer la lumière, mais il y avait en même temps un besoin de faire un peu le sombre parce qu'il y avait des projections vidéo. Donc il avait fait cette proposition. Enfin voilà, c'est des choses auxquelles on prend soin, quoi, d'avoir ce lien avec la difficulté qu'ont souvent les gens, les personnes, de rentrer dans un lieu comme ça, quoi. C'est franchir un sacré truc. Mais même avec les bandes de jeunes qu'on connaît très bien, on a une bande de jeunes qui se réunit tous les soirs au café à côté. Ils sont 5, 6. Il n'y en a qu'un seul qui est Ossine, qui arrive vraiment, qui vient nous voir tous les jours, qui vient nous tenir la tchatch et qui rentre vraiment dans la compagnie et qui du coup commence à être vraiment très à l'aise. Mais ses potes, c'est compliqué. Pas évident. On essaye. Voilà, petit à petit, ça se fait. Voilà. Oui, non, je continue à faire défiler un peu la sélection de photos autour de la vie et du quartier et de la vie de la compagnie. Du coup, là, vous pouvez voir on organise parfois des projections en plein air. Donc là, c'est sur la place de la Providence. Tu veux parler du film, Paul ? Mais oui. C'est Le Conte des Trois Diamants de Michel Cléfy. C'est le premier film de fiction tourné à Gaza dans les années 80, quoi. Et Michel Cléfy était invité au cinéma du réel la semaine dernière, il y a 15 jours, quoi. C'est un cinéaste très important. Et ce film, c'est un peu comme Jeux interdits, mais au lieu que ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, ça se passe à Gaza. Et c'est donc parce que c'est la vie à Gaza depuis le point de vue d'enfants. Et on l'a montré donc sur une place publique à Belzins. Le réalisateur nous a donné les droits gratuitement, tellement il était heureux de ça. Et évidemment, quand on montre un film en langue arabe palestinienne qui n'est pas comprise par forcément les personnes de Belzins, c'est pas le même arabe. Et du coup, le film est sous-titré en français, mais c'est pareil, tout le monde ne lit pas les sous-titres. Donc on a lu les sous-titres au micro pendant la projection, ce qui rajoutait une dimension performative. Et je sais pas si tu as mis l'image où on voit Robin, et il est avec le micro à lire les sous-titres, et il y a toute une bande d'enfants du quartier qui sont autour de lui. Alors au début, évidemment, ils profitaient du micro pour dire des bêtises, quoi. Mais c'était super touchant, quoi. Voilà.
Peut-être on va... On a fait pas mal le tour. On va peut-être vous parler du dernier projet qui vient de se terminer, du coup. Comme ça, vous voyez un peu où on en est. Bon. La dernière expo qu'on a eue, c'est La Relève, qui vient de se finir. Là, on l'a fini le 28 mars. C'est une exposition qui est un peu particulière parce que c'est une exposition, un type d'exposition qui a lieu chaque année à Marseille. La Relève, c'est aussi au Château de Servières. Les années passées, il y avait aussi dans d'autres lieux. Et c'est consacré à des artistes qui sont diplômés depuis moins de 5 ans. Et là, cette année, particulièrement des artistes de la région. Et donc nous, on avait 6 artistes à la compagnie, on avait 9 au château de Servières. T'as pas les images? Il n'y est plus, si. Il est là. Et ouais. Et voilà, c'est non. Oui, si ça ira. Si, pardon. Oui. Et le défi qu'on avait pour la relève cette année, c'est que souvent, c'est un type d'exposition où les artistes sont un peu chacun dans leur coin. Donc généralement, d'ailleurs, il y a qu'une seule œuvre par artiste, et c'est un peu chaque artiste... il y a peu de dialogue qui se fait entre eux, mais c'est aussi lié au fait que c'est un appel à candidature et les artistes sont sélectionnés individuellement. Et nous, on voulait un peu déjouer ça et essayer de créer plus de liens. Et ça se complète un peu notre travail, nous, qu'on essaie de mettre en place à la compagnie, déjà dans l'équipe, d'avoir un travail collectif dans la programmation. Et l'intérêt pour le collectif, on essaie aussi de le mettre en place dans les expositions collectives. Et donc là, on s'est retrouvés à partir de décembre, on essayait de se retrouver avec les artistes régulièrement. Et donc on a pensé tous ensemble l'exposition, quelles œuvres montrer, quels étaient les liens en fait entre eux en parlant, en présentant leur travail les uns aux autres. En fait, les liens se faisaient assez naturellement. Et on voulait aussi que ça apparaisse dans l'accrochage. Et c'est aussi pour ça qu'on voit sur certaines photos qu'on a des niches dans la compagnie, des creux. Et ces creux, on leur a proposé... on voit un petit peu là. Je sais pas si... Ah, bon, ça va trop vite. Mais en tout cas, on leur a proposé aussi de cacher dans les creux de la compagnie des œuvres ou des gris-gris ou des petits objets qui sont importants pour eux. Et ils ont aussi pensé avec nous toute une programmation. Peut-être que je vais en parler, Cléry. La programmation de peur. Ouais, voilà. Il y a aussi eu du coup un travail au-delà de l'exposition qui a été installé, un travail avec des événements qui ont été faits avec les artistes. Il y a notamment eu des lectures avec Cléméo Grémy, avec Gilles Lec. Il y a aussi eu des activations sonores de ces flûtes qui ont été soufflées au Sirva à Marseille par l'artiste Lila Knorogak. Il y a aussi eu un bal, une fête triste par l'artiste franco-nicaraguayenne Amaya Casio, qui a travaillé en collaboration avec une couturière qui est également basée à Marseille, qui s'appelle Romane Gauthier. On a également eu un atelier culinaire avec Gilles Lec, qui nous a transmis une recette vietnamienne qui s'appelle Pho Quon, qui sont des sortes de petits roulés dans des feuilles de riz avec beaucoup de coriandre. Donc il y a aussi eu un atelier d'écriture. Donc il y a un vrai intérêt pour la compagnie d'au-delà d'exposer des œuvres et de ne plus rien faire, qu'on accroche et puis il ne se passe plus rien. Il y a un vrai travail déjà qui passe par la médiation, où on essaye de faire des médiations qui peuvent être assez denses, où on propose aux gens de les accompagner, de faire le tour avec eux. Et il y a aussi du coup tous ces événements.
Et pour la prochaine, la relève, c'est aussi quelque chose qui, on l'espère, va exister. Et il y avait aussi l'envie de faire sortir un petit peu l'exposition de ces murs. Et donc c'est pour ça il y a une œuvre qui passe de temps en temps, mais en fait on n'arrive plus à retrouver les photos, d'autres photos, mais c'est pas grave. Mais en tout cas il y a un bingo de Amaya Casio, qui est une artiste, qui est artiste franco-nicaraguayenne, qui a fait cette œuvre-là d'ailleurs aussi. C'est un bingo qu'on a aussi amené sur la place de la Providence, à un moment où il y avait une fête de quartier, donc pour faire aussi sortir les œuvres. Et aussi, il y a toute une vie aussi de la compagnie et des expositions en dehors des horaires d'ouverture. Parce que par exemple, tous les mardis soirs, on a un open mic qui est utilisé par les jeunes du quartier qui viennent dans la compagnie pour chanter ou rapper. Et donc qui aussi traversent les expos et qui parfois nous donnent aussi leurs avis ou leur retour dessus. Et c'est ce dont on parlait tout à l'heure, mais le refuge migrants LGBTQIA+, utilise toujours la compagnie pour mener des ateliers, c'est les dimanches après-midi. Enfin, même les moments où nous on est moins là, où c'est pas ouvert au public, il y a toujours des activités. On accueille aussi souvent quand dans le quartier il y a besoin d'endroits pour se retrouver, pour faire des petites réunions, on ouvre le lieu pour ça. Donc voilà, il y a aussi cette vie-là à la compagnie. Oui, je pense à deux autres choses importantes qu'on n'a pas abordées pour l'instant. C'est la cuisine. C'est quelque chose de très important à la compagnie, dont on a pris soin quand le lieu a réouvert là, pour 2023. On a fait la demande à Marseille Habitat de nous créer, enfin bon, officiellement c'est pas une cuisine, c'est une tisanerie. Bon, nous on en fait une cuisine, mais elle a été replacée vraiment dans le centre de l'espace du fond. Elle est devenue beaucoup plus centrale avec un bar qui est juste devant. Et c'est vraiment un foyer important. Ça c'est une chose qui aussi permet à beaucoup de personnes du quartier. On échange des recettes, il y en a qui viennent cuisiner, qui nous font goûter. Enfin, c'est un prétexte très important, quoi, le partage des repas, quoi. Et d'ailleurs, Elsa, tu avais parce qu'on fait des banquets absolument incroyables quand même à la compagnie. J'ai vu il y avait des photos là tout à l'heure. On peut être quand même. Ouais, c'est c'est beaucoup de boulot aussi. Hein, c'est un sacré boulot. Ouais. Et ça c'est vraiment important pour les gens du quartier aussi. Parce que du coup ils nous amènent des petits gâteaux, puis nous on leur donne des plats. Enfin bon, il y a tout un mélange comme ça qui se fait, quoi. Voilà, par exemple, ça c'était en extérieur, mais on en a aussi à la compagnie. Et puis il y a un autre truc dont je ne sais pas si c'est le moment, j'aurais bien voulu, peut-être que Paul il peut en parler. C'est l'événement Osama. Ah oui. Je dis l'événement parce que c'est... bon, Polo va vous en parler. Ouais, donc il y a 10 ans, il y avait un atelier avec des enfants et donc il y a un jeune homme, à l'époque il était dans un IME et il rentre, il se met à faire l'atelier auprès des enfants et il n'est jamais ressorti de la compagnie depuis 10 ans. Alors il parlait très peu, maintenant on n'arrive plus à l'arrêter de parler, mais surtout il s'est approprié toutes les pratiques artistiques qu'il a vues à la compagnie. Donc vous connaissez Ex Nihilo puisqu'ils sont basés ici. Donc il y a 5 ans où il faisait, je crois que c'était une formation, mais c'était avant qu'il fasse les formations, danser dans l'espace public, dans la rue. Donc il
il faisait la garde de l'expo avec moi. Je lui ai dit, mais va voir Ex Nihilo, moi je peux pas aller les voir, etc. Il est revenu à la compagnie en faisant des mouvements à la Ex Nihilo. Il s'était approprié leur vocabulaire. Le soir, nous, il y avait le vernissage de notre médiateur artiste à l'époque, Morgane Patimo, qui faisait un vernissage à Coco Velten, et lui, sans rien demander, alors il avait une grande complicité avec Morgane Patimo, puisqu'il avait fait tous les ateliers avec lui, il a pris un costume d'une autre compagnie de danse, celle de Mathilde Monfreux, et il est monté à Coco Velten, et pendant le vernissage où Morgane Patimo jouait de la guitare, il a dansé en public, et c'était sa première représentation publique. Nous, à l'époque, on l'avait à partir de 4-5 heures du soir. À partir du moment où il était à la compagnie, c'est simple, je ne pouvais rien faire d'autre qu'être avec lui. Donc je me débrouillais pour faire tout mon travail avant qu'il arrive. Et du coup, je lui proposais des mini-ateliers où on se marrait d'ailleurs comme des baleines. Et un jour, du coup, je lui dis viens, tu vas marcher à l'envers, mais après on mettra la vidéo à l'envers. Donc c'est devenu cette vidéo qu'on a mis dans plein d'expos, qui est incroyable, puisqu'on a l'impression qu'il marche dans un monde où tout le monde, lui, on a l'impression qu'il va à l'endroit, mais le monde entier va à l'envers en tout cas, quoi. Et il nous offre régulièrement des performances, mais qui sont des cadeaux qu'il nous fait, quoi. Enfin, donc un jour où j'étais avec une artiste qu'il adore, Muriel Modre, qui est une des artistes avec qui on a le plus travaillé à la compagnie. On a fait énormément de projets avec elle. Un des plus beaux que j'aime beaucoup raconter, c'est quand même pendant les fouilles archéologiques de la bibliothèque régionale de l'Alcazar, elle a fait un atelier avec 3 classes de l'école Parmentier, qui est l'école maternelle de Belzins. Elle a travaillé avec tous les enfants, les enseignants, les parents des enfants. Elle les a emmenés sur le chantier archéologique plusieurs fois, enfin d'innombrables fois, mais pour être non pas auprès des maîtres d'œuvre, des boss, etc., mais pour... attends, on mettra le son si on peut. Mais avec les ouvriers. Il y a toujours aussi ce travail de classe sociale, où c'est une notion qui nous semble encore pertinente, et, en tout cas pour Muriel. Et les enfants, pendant cet atelier qui a duré plusieurs années, qui a donné lieu à une édition splendide et une exposition splendide, les enfants déposaient leurs trésors dans les fondations de la bibliothèque de l'Alcazar. Et si ce n'est pas un geste incroyable, politique, mais dans le sens le plus ouvert qui soit, que voilà, ce qui est des monuments de la culture, comme peut l'être une bibliothèque régionale, implantée dans un quartier populaire comme Belzins, il repose sur des trésors qui sont ceux des enfants. Et il y a certains enfants avec qui on est toujours en contact 20 ans après. Alors, il se trouve que l'Alcazar a un peu dysfonctionné à un moment. Bon, là, il y a un super directeur, il a ouvert plein de trucs, donc on va nouer un dialogue. Mais bon, à l'époque, on était déjà très en dialogue avec l'Alcazar pour faire ce projet. Mais on a raté le coche des 20 ans de l'Alcazar pour faire une exposition avec ce projet. Mais en tout cas, voilà, enfin, on l'a en tête. Et donc, je résiste pas aussi de vous montrer cette performance qu'un jour nous a fait Oussama. Mais j'étais tout seul avec Muriel. Je sais pas s'il y a du son. C'est pas grave, il va sortir d'ici.
Voilà. Voilà. Peut-être un dernier truc qu'on n'a pas dit, et après on arrête. C'est que... Oui, s'ils ont des questions, mais d'abord. On a tout, du coup, lié au voisinage ou aux personnes de Belzins qui viennent à la compagnie et qui ont aussi des problématiques sociales. En fait, on a aussi beaucoup de demandes qui relèvent plus du champ de aider quelqu'un à trouver un foyer pour dormir, aider quelqu'un à traduire des textes qu'ils ne comprennent pas, ou à faire des signalements de dégâts des eaux, et qui font aussi partie de notre vie professionnelle, et qui a aussi ses limites parce que on vient pas directement, en tout cas, du champ social, et parfois on n'a pas toujours les outils, et on essaie de les aider du mieux qu'on peut, ou de les orienter comme on peut, mais dans les centres sociaux, ils sont aussi débordés, enfin c'est normal. Enfin c'est normal, c'est pas normal qu'ils soient débordés, mais je veux dire c'est normal qu'ils aient pas le temps de... Voilà, non, c'est pas ce que je voulais dire, mais voilà. Mais voilà, ça fait aussi partie du temps qu'on passe à la compagnie de nous occuper de ça, et parfois pendant toute une journée, on va pas du tout faire quelque chose en lien avec l'art spécifiquement, mais c'est aussi la réalité du quartier. Voilà. Je sais pas si vous avez des questions. Tout à l'heure, tu avais parlé de fête triste et Tu veux en parler ? Ouais. Eh ben, c'est l'artiste Amaya Casio qui est à l'origine de cette performance. Donc, c'est une artiste qui est franco-nicaraguayenne. Elle est arrivée en France à 8 ans avec sa mère et son frère. Donc, c'est elle qui m'a un petit peu expliqué ce que c'était. Mais en fait, elle m'a dit qu'il y avait des rassemblements qui étaient faits assez souvent au Nicaragua, qui étaient en fait des sortes de fêtes où il y avait du monde qui se rassemblait. Mais c'est pas forcément la fête comme on l'entend en France, ici du moins, où c'est des moments de joie partagée, c'est aussi des moments de recueillement collectif et des moments de peine partagée. Et du coup, c'est par rapport à ça que que l'artiste parle de fête triste. Elle avait organisé dans le quartier là-bas. C'était lors du vernissage de l'exposition du coup de la Relève 8. Il y a eu une programmation avec différents événements. Et il y a eu la performance d'Amaya où elle a été accompagnée de 8 performeuses qui portaient des costumes du coup qu'elle a cousus avec la couturière marseillaise. Et il y avait de la musique ralentie, et ensuite on a tous dansé. En fait, même le public a été invité à danser. On les a rejoints en dansant au ralenti, et après on a été invités à déguster un gâteau qu'elle avait fait elle-même. Voilà. Je ne m'en ai pas parlé, moi, directement. Oui. Est-ce que tous les projets que vous faites avec les enfants, vous arrivez à faire venir les parents par l'intermédiaire des jeunes? Est-ce qu'ils arrivent à les mamans sont assez présentes quand même, et on essaie aussi de créer des temps où elles peuvent aussi venir et se rassembler. Du coup, ouais, en général, ça va. Ouais. Les papas moins, mais ça dépend. C'est sûr que les mamans... En fait, c'est un quartier aussi où il y a beaucoup d'hommes et beaucoup d'espace pour les hommes, et du coup, la compagnie est aussi un endroit où les mamans demandent souvent est-ce qu'on peut faire une fête où on est entre nous. Donc on essaie d'être attentif à ça aussi. J'ai une question. Est-ce que vous diriez que vous faisiez de l'art, on va dire, pour rassembler, et que maintenant, ça en est devenu peut-être l'inverse, c'est-à-dire rassembler pour faire de l'art? Enfin, je veux dire, est-ce que les deux maintenant s'équivalent? Est-ce que c'est l'un pour l'autre? C'est une excuse pour rassembler? Enfin, je sais pas. Quelle est la place de l'art maintenant dans ce que vous faites?
Voilà, vaste question. Ouais, ben, ça c'est une grosse. Mais elle est bonne. Ouais. Non, mais c'est une question centrale qui est en questionnement permanent, quoi, et sur laquelle on oscille sans arrêt. Et c'est pour ça que Kevin, avec ses collègues, quand ils sont venus pour faire l'exposition de refuge migrants LGBT, qu'ils avaient présenté déjà, ils avaient déjà fait 2 étapes, 2 versions à Coco Velten, et dans l'espace Coco Velten qui s'appelle les Archives, et qui est une sorte de gros hangar, brut. Et alors, ils sont venus à la compagnie en nous disant on vient chez vous parce que vous êtes un lieu institutionnel, un centre d'art, quoi. Et nous, il nous a défini comme un centre d'art, quoi. Et alors, le lieu est beau comme un centre d'art ou comme une galerie, mais on est très fiers d'être autant un centre social ou un asile psychiatrique. Et on le revendique. Et ça fait peur aux gens du milieu de l'art de voir que des fois, ce qu'on fait, ça ressemble à un centre social, quoi. Et puis, donc ouais, cette question, on rassemble pour faire de l'art, on fait de l'art pour rassembler, c'est sans arrêt les deux. Mais des fois, il y a des propositions artistiques très très pointues, art contemporain, mais en fait on s'y attend pas, et puis c'est un succès fou dans le quartier. En termes de vie, etc. Et les familles reviennent et reviennent. Je pense à un projet qui a beaucoup tourné à Marseille, mais on le voulait pour Belzins, et on est tellement content de l'avoir fait, le projet de Flop, Heureuse Lueur. Donc il l'a présenté à la Friche, il l'a présenté au ZEF, à l'anciennement ce qu'était le ZEF, mais nous on le voulait pour Belzins, quoi. Alors ça, on savait que ça serait un succès, c'est un projet qui touche l'enfance et toutes les familles qui venaient, revenaient, mais on a eu un projet avec un artiste de l'art vidéo français qui est l'équivalent de Biviola, mais beaucoup plus conceptuel, plus hermétique, mais il a fait une pièce interactive avec une vague, mais tout le quartier débarque pour voir cette vague interactive qui est hyper simple, mais sur laquelle qui est totalement fascinante, qui rejoue la question esthétique du sublime, en même temps elle a plein d'autres implications sociales, etc. Et philosophiques, Donc ouais, c'est... Donc maintenant c'est plus, on va dire, le milieu extérieur à l'art qui est plus ouvert, on va dire peut-être au milieu institutionnel, parce que vous avez dit que ça faisait plus peur par exemple aux gens des galeries de cet univers-là. Comment dire, le côté asile psychiatrique, je reprends vos termes. Ouais. Mais du coup, voilà, est-ce qu'il y a une ouverture qui est plus grande d'un côté que de l'autre? Ou est-ce que le mélange se fait en fonction des expos, en fonction, je sais pas, des ambiances, des gens, des ouvertures? C'est jamais acquis, une fois pour toutes en tout cas. C'est jamais acquis ces liens, ces ouvertures. Et puis, c'est... Mais peut-être moi ce que je pourrais rajouter, c'est que comment on présente la compagnie aussi aux gens, c'est parce que sinon on est très vite débordé. Il y en a qui veulent faire des banquets de noces, il y en a qui veulent tout faire à la compagnie. Et on est obligé de dire, heureusement ça nous donne un cadre aussi, on leur dit il faut qu'il y ait un rapport avec l'art, quoi. Il faut qu'il y ait quelque chose, faut qu'il y ait une proposition artistique, quoi. Donc c'est quand même c'est quand même central, quoi. Et la question, du centre social, non, c'est comme disait Chloé, on n'a pas du tout la compétence, mais souvent les gens viennent nous demander des trucs. Après, on fait ce qu'on peut, mais souvent on n'est pas du tout. On sait pas faire, quoi. Mais voilà. Et donc c'est cette question de dire aux gens, c'est toujours il faut que c'est la consigne ici, quoi. Il faut qu'il y ait un rapport avec l'art, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit de l'ordre. Mais même Oussama, il veut nous faire une exposition de ses photos de je sais pas quoi, de toutes sortes de trucs qu'il fait.
on est obligé de le cadrer aussi. On lui dit, ouais, mais là, tu vois, tes photos, bon, travaille ça, enfin, voilà, mets-toi au boulot, quoi, tu vas pas nous amener tes photos là comme ça, on va pas présenter ça, faut que, voilà. Donc, du coup, voilà, je sais pas si ça répond à la question, mais est-ce qu'on se pose la question, qu'est-ce qui est le premier, est-ce que c'est l'art, ou est-ce que c'est le, bon... Là, c'est pas tout à fait ça, je vais arrêter, mais c'était juste savoir vraiment s'il y avait un milieu qui était plus dur à rentrer en fait dans l'autre, s'il y en avait un pour lequel c'était plus facile d'adaptation. Parce que c'est le sujet de la galerie, quoi, à quel point on s'immisce dans un milieu et l'inverse, et du coup c'était juste pour savoir si c'était plus dur d'un côté, c'est tout. Mais c'est à peu près répondu, c'est aller-retour. Mais ce qu'on peut dire, c'est que, bon, même si historiquement, avec le projet postcolonial d'ouverture du lieu en 96, enfin, on est devenu de plus en plus social et politique en même temps. Enfin, alors on l'a toujours été, mais on l'est encore plus parce que la société actuelle est de plus en plus dure, quoi. Donc, il y avait eu une Expo Sida en 2004, il y a eu l'Expo Sida au MUSEM. Il y avait un retard énorme en France sur les grosses expositions SIDA par rapport à plein de pays, quoi. Enfin, et c'est super important parce que c'est une épidémie politique et qui a des enjeux centraux sur les questions de santé qui concernent tout le monde, quoi. Donc on a refait une expo SIDA en novembre-décembre, et c'était en plus après l'expo avec Refuge Migrants LGBT. Enfin, ouais, je trouve qu'on... Et puis, il y a eu le projet de Dalila, qui était sur les camps pendant la guerre d'Algérie, principalement, quoi, à partir de son histoire familiale. Et c'est vrai que on se pose cette question aussi, quoi. Enfin, dire comment l'art peut être militant ou activiste et je ne sais pas si c'est le bon moment pour dire ça, mais ici on a un peu eu le problème inverse, c'est-à-dire que je fais partie de l'équipe qui a créé le lieu, et donc on était beaucoup sur chaque équipe ce qu'on créait, et avec des ouvertures. Moi je fais du théâtre de rue, donc évidemment la base déjà c'est d'être dans la rue. Et donc chaque équipe menait ses projets artistiques en intégrant ça avec des gens dans les ateliers. Enfin, toutes les équipes intégraient à des moments, à sa manière différente, des gens de la population, même du quartier. C'est un quartier aussi qui n'est pas évident. Et petit à petit, que ce soit les institutions ou maintenant la nouvelle direction, nous reprochent, enfin c'est pas nous reprochent, mais pensent qu'il faut aller plus vers le social, arriver à ouvrir plus, à faire ce qu'on appelle au meilleur des cas place publique. Mais sauf que les demandes, comme vous avez dit tout à l'heure, arrivent très très vite. C'est-à-dire, d'un coup, les gens vont vouloir faire autre chose que ce que tu fais. Et voilà, donc nous, on a le problème contraire, c'est que maintenant, le nouveau directeur essaye. Alors, je sais pas, peut-être je parle d'un truc qu'il ne faut pas parler. Mais donc, le truc que vous avez dit, c'est hyper important de maintenir et plutôt d'attirer les gens à réaliser leurs propres projets et à faire eux-mêmes de l'art, ou je ne sais pas comment ils veulent appeler ça, plutôt de dire, ok, tous les week-ends, il y a pétanque, mariage, anniversaire ou mariage de toutes les autres cultures, voilà. Donc c'est une vraie question, moi ça m'intéresse beaucoup, j'ai bien aimé la question. Voilà, pour dire, je sais pas, alors Germaine, peut-être que tu te déplaces et dire ça parce qu'on arrive à tenir le cap quand même. Sur la question. Oui, bon, voilà. Et sur aussi la ça, ce passage où c'est aussi bien les institutions qui nous poussent à répondre à de plus en plus de situations plutôt sociales. Et par exemple avec Émilie qui est là. Ah, mais pourquoi on a eu beaucoup cette discussion parce qu'on n'avait pas du tout le même avis. Et avec Alexis Nice qui n'est pas là. L'autre jour, il disait un truc, je lui ai dit, mais si tu acceptes ça maintenant, tu vas avoir toutes les autres communautés qui vont demander pareil, et enfin autre chose, puisque c'est pas la même communauté. Et donc, on peut attirer les gens vers réaliser des choses qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude de faire, ou être disponible, être accessible. Ça, c'est hyper important. Mais je pense que, voilà. Je le dis parce que ça m'a un peu pourri la vie 2-3 fois, de ne pas être d'accord.
bien qu'à la base, moi je vais être dans la rue avec les gens qui dorment le dos. Il a déjà vu le lien. Ouais, ah ouais, pardon. Non, mais c'était pour embrayer, mais Ah nous, oui, ce qu'on ressent beaucoup, c'est des projets avec des toutes petites enveloppes où il faut faire quelque chose très vite, qui vient cocher les cases, mais finalement dans lesquelles on a du mal à injecter du sens parce que le cahier des charges ne laisse pas la place à l'endroit où ils mettent du sens. Et j'ai l'impression que c'est plus de ça qu'on bâtit un peu, c'est comment on fait des projets sur le long terme, comme vous disiez, qui arrivent à embarquer une population sur plusieurs années, les revoir, et être suivi sur du long cours pour ça. Nous, on est dans une espèce de saupoudrage un peu débile où tu vois une équipe d'habitants, de jeunes pendant une semaine au mieux, et puis tu repars, et puis voilà quoi. Enfin, bon, t'as couché les cases, mais t'as pas vraiment. Ouais, nous aussi, c'est des... Oh, pardon, t'avais fini. Oui, c'est des questions qu'aussi on se pose parce que parmi les points importants, justement, on en parlait tout à l'heure, c'est le fait que on était content d'arriver à garder le lien sur plusieurs années avec les groupes de personnes qui font des ateliers avec nous, par exemple. Mais en fait, ça demande vraiment du travail et du temps, être présent dans le quartier aux fêtes sociales ou quand on voit qu'il y a quelque chose qui se passe d'y aller, toujours prendre le temps de parler avec les voisins. Après, nous aussi, on est dans une rue passante, c'est pas du tout la même pas géographie, mais la même façon. Ouais, vous, à la cité, je sais pas si... peut-être que les gens passent par hasard, mais j'espère, j'ai pas l'impression. Nous, comme on est dans une rue, c'est vrai que c'est pas tout à fait pareil, et puis on est souvent devant la compagnie. Mais oui, je suis d'accord que dans les appels à projets, souvent il y a ces catégories auxquelles il faut répondre et qui laissent pas beaucoup le temps de mettre le sens, ou alors, ouais. Oui, je comprends le problème. Je pense que c'est vraiment particulier. Pour vous, c'est la permanence du lien. Oui, et en plus... Des projets. Oui, et la profondeur des liens. Ouais. Avec le quartier, c'est-à-dire on a l'impression que l'échange s'est fait assez naturellement. Dans toutes les directions, c'est pas seulement un artiste qui dit un truc que reste comme ça, mais il y a un va-et-vient permanent entre la vie sociale du quartier et les projets artistiques ouais, c'est ça. Et puis c'est vrai qu'on a aussi observé que des fois il y a des artistes qui veulent travailler ou faire des ateliers, mais en fait c'est pas forcément leur pratique en soi. Et qu'il y a aussi une manière de faire de l'art où les ateliers c'est une pratique et où il y a des questions de co-création. On n'en a pas trop parlé en fait de ces termes-là, mais ou de réciprocité qui sont dans certaines démarches artistiques. Et c'est aussi un peu l'essence du projet de la compagnie et des personnes qui interviennent à la compagnie, je pense. Mais en tout cas, je dirais que aussi ce qui nous permet ça, c'est le temps qu'on y consacre, mais aussi le fait que la compagnie, c'est vieux dans la rue. Et du coup, il y a des gens... la vague dont parlait Paul, moi, je pense la première semaine où je suis arrivée à la compagnie, il y a un mec de... je sais pas, je pense qu'il avait 30 ans, 35 ans, qui m'a parlé de la vague qu'il voyait quand il était petit. Et que, du coup, il y a aussi ce truc de temporalité qui n'est pas la même. Et aussi tout le travail avec les associations du quartier. On travaille avec, peut-être pas toutes à 100%, mais en tout cas une grosse partie. Et notamment, comme disait Elsa, les éducateurs et éducatrices de rue. Donc c'est aussi ces liens qui sont comme ça. Et alors tout à l'heure, là, on parlait de la cuisine, mais moi on cuisine beaucoup. Et on est tellement gourmands, on fait plein de gâteaux, et du coup, moi, je fais manger des livres aux enfants. Alors là, notre drame à la compagnie, c'est que l'imprimante alimentaire, elle est en panne, mais on a fait beaucoup d'ateliers. Au début, c'était pour un projet en 2013 avec une artiste turque qui travaille sur les livres censurés au moment du coup d'État et de la dictature, quoi.
Et comment on fait la médiation d'un projet comme ça, là, dans Belzins, etc. Et alors, je sais pas ce qui m'a pris, c'est moi qui ai suggéré ça à l'artiste, et depuis, chaque fois qu'elle présente l'œuvre, elle fait ça. Je lui ai dit, mais on va faire des livres mangeables. Donc, on fait des gâteaux en forme de livres, et on imprime la couverture des livres en sucre. Alors, au début, mais on faisait que manger les livres, on ne les lisait pas. Donc, ça fait des ateliers incroyables, et des événements publics donc c'est lire et manger le livre. Manger les mots, surtout. Et alors la première fois donc, qu'on le fait au moment de cette expo, on débarque à Velten sur donc cette place publique où il y a le centre social, le CCO, il y a le Contact Club, il y a plein d'assos. Et on fait une grande table avec plein de livres censurés français. Donc on leur fait manger Simone de Beauvoir, Le Deuxième Sexe, Henri Miller, Tropique du Capricorne. Et les enfants, mais ils hallucinaient, quoi. Bon, après, il y a 3-4 ans, on a fait avec Lecture par Nature un très bel atelier à plusieurs. Et on a fait un atelier Manger le livre. Les enfants de plusieurs classes allaient en bibliothèque, choisissaient un livre. Après l'avoir lu, ils devaient dire, mais si c'était un gâteau, quel goût il aurait? Et avec Elsa, on cuisinait tous les gâteaux, et on faisait 25 gâteaux. Et chaque enfant, après, servait non pas des parts de gâteau, mais des signes mangeables à leurs parents, à leurs copains, etc., en lisant des bouts du livre et en disant pourquoi il avait ce goût, quoi. Enfin, donc... Voilà, ça, c'est un projet qui a toujours beaucoup de succès, qu'on fait depuis 15 ans, quoi. Il faut absolument qu'on répare l'imprimante. Pour manger des gâteaux. Est-ce qu'il y a encore des questions? Là. Il y avait des adolescents du quartier qui faisaient partie de votre animation, s'il y en a peut-être votre politique, non. C'est une très bonne question. Mais c'est pas le cas. Alors c'est vrai qu'on invite oui, les assos, le CCO, l'ADAP, à nous conseiller d'administration. Mais ils ne sont pas directement dedans, et ni les anciens usagers, enfin les usagers de terme, au niveau de la... ouais, donc la gérance... ouais. Mais c'est une vraie question. Mais Raman, ah si, il y a une personne. Non, mais si, je l'ai pas en tête, mais j'ai. Il y a Raman, le problème c'est qu'elle est partie faire des études loin et qu'on la voit pas beaucoup. Mais c'est vrai qu'elle est. Pardon. Comment vous fonctionnez économiquement toutes ces années? Ouais. Enfin, ouais, je suis curieux de voir un peu si vous avez un budget de fonctionnement, si les projets artistiques amènent d'autres économies. Enfin, voilà, comment tout ça fonctionne? Ah bah, on est je vais être transparent là-dessus. Alors d'abord, on a un financement moitié art, moitié politique de la ville, du fait de l'implantation dans Belzins. On est sur un budget de 300 000 euros. On est une équipe de 5-6 personnes, 6 avec un service civique. Et le poste le mieux payé, qui est le mien, je dois avoir 100 euros de plus qu'Elsa. On est les deux personnes à 35 heures, à peine au-dessus du SMIC. Et bon, j'ai un mi-temps à l'école d'art d'Aix à côté, et on essaie de faire d'autres choses à côté pour complémenter. On essaye d'avoir sur ce budget-là, c'est que des subventions publiques, on a très peu de mécénat. Quand on a du mécénat, généralement c'est 5 ou 10 000 balles, généralement avec Mécènes du Sud. La grande chance qu'on a eue pour la réouverture en 2023, au moment où on réouvrait, on avait perdu en plus beaucoup d'argent, c'est qu'on a réussi à avoir un gros mécène, donc la fondation Carasso à 100 000 balles, quoi. Mais c'est hyper rare, hyper rare. Et pour avoir des fondations, si on arrive à avoir 10 000 ou 30 000, mais c'est ça le boulot, mais c'est rare. Mais on a principalement du financement public. On ne marche qu'avec ça. On a de temps en temps des ventes. On vend moins en moins. Mais quand je dis des ventes, c'est aussi bien au FRAC, au CNAP ou à la ville. Mais la ville, elle n'a pas acheté depuis belle lurette. Qui que ce soit, même si la commission communale devrait bientôt reprendre.
On essaye de vendre, on ne prend pas un pourcentage galerie, même si on a produit, quand on a produit les œuvres, on prend 20%, on en a besoin. Mais c'est vrai que vu qu'il y a une baisse des institutions globales, et en particulier de la région, et là la région ça va être encore pire pour tout le monde, on le sait, donc on s'y attend. On est obligé, vraiment, ce qu'on ne faisait pas avant, parce qu'avant, on réussissait à avoir des frais de fonctionnement, à la fois pour le local et pour l'équipe, et en même temps de financer les projets, quoi. Là, on est obligé, c'est vrai, et ça provoque une course, quoi. On est obligé de courir après les appels à projets pour faire des ateliers, pour faire des expos, de la production, etc. Mais surtout, ces appels à projets, même si on n'en a pas le droit, on le fait quand même, et on ne cache pas aux institutions, on est obligé de prendre 20% pour les frais de fonctionnement, quoi. Donc on fonctionne comme ça, mais c'est un modèle sur lequel on va être obligé je pense, qui va être en crise cette année, avec les baisses de la région en tout cas. Même si la région ne nous donne pas beaucoup, la moindre baisse va nous impacter. Jusqu'à maintenant, on était plus ou moins préservés des baisses, même si en fonctionnement, la région nous donnait 35 000 il y a 20 ans, cette année c'est 15 000, quoi. Donc mais c'est catastrophique pour nous, parce qu'on est sur des budgets... Et pareil, sur les projets d'expo, on peut faire une expo à 3 000 euros, à 10 000 euros ou à 30 000 quand on a une saison Méditerranée ou des dispositifs comme ça, quoi. Mais en tout cas, on fait gaffe à ce que dans notre budget global, il y ait un tiers dédié aux artistes qui sont donnés en honoraires, en droits d'auteur et en production, quoi. Et ça, on s'y tient, mais on ne veut pas baisser le pourcentage pour rester une structure saine. Parce qu'il y a des structures, sinon, qui se mordent la queue, mais les artistes, ils crèvent la faim, ils n'ont pas de fric, quoi. Donc nous, on a la chance d'avoir des salaires, même s'ils ne sont pas élevés, mais on est là, tant qu'on est là, c'est qu'on est au diète, on va dire. Mais les artistes, on se doit, nous, de les payer, quoi qu'il arrive. Donc on a un tiers du budget... qui part aux artistes. Moi j'avais d'autres questions. Est-ce que vous avez des lieux comme ça qui vous inspirent, ou qui vous ressemblent, ou qui sont vos cousins, vos frères, voilà, n'importe où en France? Par la suite, j'en connais peu, je connais pas beaucoup de lieux qui me ressemblent. Alors moi je connais pas hyper bien, mais on m'a déjà dit plusieurs fois que Metaxu à Toulon avait un fonctionnement très proche du nôtre. Moi j'y suis allée qu'une seule fois et c'était aussi pour un atelier dans la ville, c'était très cool. Mais je connais pas assez pour pouvoir dire si c'est le cas, mais voilà. On m'a souvent parlé de Metaxu. Non, mais moi je me sens plus proche, j'aime beaucoup Metaxu, de Jeanne Barré. Je pense qu'il y a des lieux très différents, moi, qui m'inspirent, même qui ont des histoires très différentes, quoi. Mais c'est une super question, quoi. Le 3 Bicef, je trouve que c'est formidable. Et c'est vrai que déjà qu'on se prend pour Pipo Del Bono ou Fernand Deligny avec Oussama qui nous a adoptés. Donc ça, que le 3 Bicef soit un centre d'art avec une partie spectacle vivant hyper forte et à l'intérieur d'un hôpital psy, moi je trouve ça génial. Bon, historiquement, on a beaucoup de liens, ils étaient dans notre CA et on était dans leur CA, donc moi ça m'inspire beaucoup. J'aime beaucoup les lieux alternatifs, très alternatifs, que ce soit Data qui est dédié au cancer expérimental, l'Asdil 400K, je trouvais ça splendide. Il y a des lieux alternatifs qui m'ont beaucoup inspiré. Moi j'étais dans un lieu à Paris sur lequel il y a un livre qui a dû sortir, qui était rue du Chemin Vert, qui s'appelait Les établissements photographiques de l'Est, où j'avais fait beaucoup de choses avec un collectif, une diffusion vidéo. Et je trouve ça inspirant.
les squats de la Zombie dans la banlieue parisienne et qui n'existent plus depuis belle lurette. Voilà, je parle des lieux que j'aime, mais bon, qui m'inspirent. Mais je sais pas. Bon, il y avait le lieu de Olivier Marbeuf, là, qui n'existe plus. Alors Chiasma, et en plus Olivier Marbeuf, on a enfin réussi à travailler avec lui, et super bien. Il y a 3 vidéos extraordinaires de lui. Si vous allez sur notre chaîne YouTube, vous l'avez là, vous allez dans à propos, et puis tout en bas, il y a à lire et à écouter. Et les vidéos YouTube sont là, et on a 3 vidéos avec Olivier qui sont dingos, quoi. Enfin, c'est ce qui nous a fait à la compagnie là, pour Éloge de la Submersion, qui était le projet avec Denetem, mais c'est plus beau que ce qu'il a fait même dans les très grosses institutions, comme où il a fait une installation de 20 mètres sur le modèle des blueprints, comme le blueprint qu'il a fait chez nous, mais où il écrit à la craie, et la craie, ça renvoie au sucre, la sucre de canne, la traite négrière, etc. Mais cette lecture qui nous a fait tout seul, sans aucune mise en scène, et d'une une dimension poétique et une profondeur émotionnelle, mais qui a nulle part ailleurs dans son boulot, quoi. Donc on est... Ouais, Chiasma, c'était extraordinaire. Prends ma main, s'il te plaît, et entre dans ma bouche. Ce n'est pas si sombre que ça, fais pas le petit malin. Tranquille, rentre. Tout ce liquide, nous l'appelons notre cinéma. Vas-y, descends le long de ma gorge, vas-y, va tout au fond. Il y a un lac souterrain bleu-pourpre de la couleur du sang indigo. Voilà, t'es posé, le film commence. Mon problème, c'est que je me rappelle de tout et je projette un cinéma dans la tête des gens. Bleu, de quel bleu tu parles en fait? De quoi? C'est quoi ton délire? De quel bleu tu parles? De ce bleu-là? Oh, le bleu des histoires liquides qui descendent le long de ta cuisse. 1000 veines, 1000 chemins. Tu m'as l'air bien fatigué, assis-toi sur la rive du lac, où plus rien ne vit, il n'y a plus rien grand qui vit ici. Il y a des troncs, des racines d'arbres morts, des histoires de famille évidemment, des histoires secrètes, de la main bleue négative des histoires. 1 milliard de pixels dans le ciel bleu. 1 milliard de pixels dans le ciel bleu, bleu artificiel bleu. Le problème bleu, en quelque sorte, c'est que je me rappelle de tout, tu vois. Et alors je projette un cinéma en boucle dans la tête des gens, un film qui a toujours déjà commencé. Tu t'assois et ça a déjà commencé depuis un certain moment en réalité. Et dans ce film, les personnes tombent une à une dans l'eau. Elles tombent. Plouf, elles tombent, elles tombent, elles tombent. Je ne suis pas sûr qu'on entende le son dans ce film de leur chute, mais c'est pas très important. Dans ce grand écran bleu qu'il y a avant les films, et avant l'histoire, et après les films aussi, et après l'histoire aussi. Dans ce vaste écran bleu, le film a toujours déjà commencé. Et alors il y aura une suite à ce type de projet qu'on a fait avec Denetem, puisque on prépare le 3e Cosmogramme avec Miami Hindou pour novembre-décembre. Et le thème, ça sera morphologie des cyclones. Voilà. Bravo. Je pense juste à un dernier lieu, et après, c'est fini. C'est le Centre culturel Jean Cocteau qui est au Lilas, en région parisienne, et qui fait un super travail. Franchement, c'est hyper bien ce qu'ils font avec les habitants, avec les classes, et même leurs expos, c'est toujours super. Enfin voilà, vraiment un lieu hyper inspirant pour moi. Voilà. Je vais vous poser une dernière question. Oui, merci. Non, on aime bien poser une question de... Vous n'avez pas un magnifique échec à nous raconter Ah oui. On en a. Vas-y. On n'a dit pas seul. Hein. Alors, récemment, il y a une association de Belzins qui nous dit on travaille sur la pollution de l'air à Marseille. Donc, il y a une association qui s'appelle Air Citoyen.
et on veut projeter le film et faire un débat public, cette question à la compagnie, quoi. On dit oui. On regarde pas le film, on fonctionne beaucoup à l'accueil, quoi. Enfin, et puis après, pendant la soirée, on se rend compte que voilà, le problème de l'écologie, de la pollution tel qu'il est posé dans le film et dans la soirée, hein, c'est en gros, vous avez la rue, la rue de la Phare, qui est la rue des barbecues, des snacks, où on fait griller du foie et du cœur, etc. Et donc ça fait de la fumée pour les habitants qui habitent au-dessus. Le problème, c'est que le copain d'un tel, qui est un artiste d'origine suisse, blanc, qui a acheté son studio juste au-dessus, il sait très bien où il achète son studio pas cher, c'est là où il y a toutes les fumées des barbecues d'en bas, quoi. Et donc le problème de la pollution de l'air à Marseille, c'est que ces méchants arabes nous polluent, nous les artistes bobos blancs, quoi. En gros, le film, c'est ça. Donc évidemment, on était un peu furax du positionnement, quoi. Qu'est-ce que vous avez fait? On l'a dit. On l'a dit, et évidemment, les bobos blancs qui se disent de gauche, quand on les prend en défaut, ils sont furax. Comment vous nous accueillez, mais vous nous critiquez, vous n'avez pas le droit de faire ça, etc. Mais bon, voilà, quoi. Ça nous met dans une situation où on est super mal, quoi. Et autre grand échec, c'était au moment de la réouverture de la compagnie, c'était aussi juste après les élections municipales, et nous, on redémarrait, on avait envie de faire plein de trucs, etc. Et on avait des chargés de mission qui nous suivaient et qui étaient très moteurs, etc. On avait la bonne idée de présenter un spectacle de rue avec Ex Nihilo sur la place de la Halle Puget. Malheureusement, après le Covid, c'est devenu un endroit de deal qui est toujours aujourd'hui ultra important. Enfin, si là, à cette heure-ci, vous allez au coin de la rue d'Aix et de la rue des Dominicaines, voir la rue d'Aix et de la rue Francis de Pressensé. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui ne viennent plus à la compagnie à cause de ça. Hein. Notre rue, elle se paupérise, et deux, on est entre deux points de deal, quoi. Bon, toujours est-il que c'était devenu un point de deal ultra important, ce qui ne nous empêchait pas de faire des activités d'atelier le mercredi après-midi ou certains samedis avec Elsa, l'ADAP et d'autres assos. Et que nous, avec Ex Nihilo, on prévoit, mais en 1 mois et demi, même pas, de faire toutes les démarches d'autorisation dans l'espace public, etc., pour faire un événement avec un spectacle d'Ex Nihilo, dont on se réjouissait de les inviter à nouveau, après toute l'histoire qu'on a, nous, la compagnie, avec eux, puisqu'en 2000, ils ont fait un projet extraordinaire qui s'appelle Passant, et qui a été ce tournant où ils se sont mis à danser dans la rue, habillés comme les passants, et la seule chose qui les démarque, c'est la danse. Et là, on réussit à tout bien faire, un peu rapidement, c'est vrai, donc peut-être un peu moins en lien que d'habitude avec les assos, notamment l'ADAP, etc. On nous dit OK, autorisation pour faire le spectacle, en plus un spectacle déambulatoire avec des vidéoprojecteurs portés, avec des batteries portées en sac à dos, sur la place Louise Michel. Bon, place Louise Michel, il y avait déjà eu un coup de feu. Non, mais au début, c'était sur la place Louise Michel. On fait les répétitions, on fait des repérages, plusieurs jours, et on fait des répétitions en soirée, avec quelques dealers sur la place, on leur parle, Ex Nihilo leur parle, tout va bien. Mais là, la police et la ville nous disent, non, finalement, on vous interdit de faire l'événement sur la place Louise Michel, c'est trop dangereux. Nous, tout s'était bien passé, mais bon, ils nous disent non. Ils nous disent, non, il faut finalement que vous le fassiez à la Halle Puget. Donc, il y a encore une journée où c'est possible de répéter à la Halle Puget. On va répéter à la Halle Puget. Tout se passe très bien. Sauf
avec les vidéoprojecteurs, on prévient les habitants qu'il va y avoir un peu d'éclairage qui va passer sur leurs fenêtres, puisqu'il y aura des vidéoprojections sur les murs, mais on met des affiches partout. Mais le jour J, il se trouve que dans l'après-midi du mercredi, il y a un château gonflable pour les enfants sur la place toute l'après-midi, que les dealers ne peuvent pas travailler. Et deuxièmement, que les dealers ont prévu de faire un clip le soir même. Et que du coup, il y a surtout un énervé dans la bande de dealers qui nous menace de mort pendant les 2 heures avant le début de la représentation. Et il nous prend tous un par un à partie, tous les danseurs, etc. Et plusieurs fois de suite, à un moment, on a annulé en fait. Et c'est un gros échec, quoi. Enfin, c'est... Alors, 6 mois après, on a accueilli la formation Danser dans l'espace public menée par Ex Nihilo dans Belzins. Et donc, ils ont redansé dans la rue, mais pas sur le mode spectacle, mais avec un groupe de danseurs de la France entière. Et là, pas sur la Pugel, mais en tout cas sur la place Louise Michel, ils ont été applaudis par les dealers, et puis derrière, il y avait la police qui a applaudi aussi. C'est bon. Donc, il ne faut jamais abandonner. Mais bon, sur le coup, c'est très dur, quoi. Il y avait beaucoup de monde qui était venu voir le spectacle, et on leur a dit, non, il n'y a pas les conditions de sécurité.